Super, donc on lance. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi avec vous durant ce webinaire d'une heure. Donc, je suis le fondateur de Learn Axiom, donc c'est Nassim Guita. Et au fait, ce webinaire-là s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a appelé Adapt Series et qui au travers de cette série-là, on va essayer d'accompagner et d'échanger avec les sociétés dans leur transformation, notamment post-Covid-19. Donc, je suis ravi de faire ce webinaire en partenariat avec l'ESA. Donc, je suis accompagné de Neila Meknessi et de Amel Kaïd. Bonjour à vous deux. Si vous pouvez juste vous présenter et on commencera à dérouler le webinaire ensemble. Très bien. Amel, vas-y. Alors, je me présente. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, c'est Kaïd Amel. Je suis responsable de communication au sein de l'ESA. Je vous remercie pour votre participation, de l'intérêt que vous portez à notre webinaire. Nous espérons donc vous apporter toutes les informations nécessaires durant ces minutes de partage avec vous, avec nos deux experts. Madame Neila Meknessi, qui est enseignante et formatrice aussi au sein de l'ESA, et notre partenaire Learn Axiom. Je vous invite aussi à poser des questions car nous allons consacrer les 15 dernières minutes justement pour répondre à toutes questions que vous allez poser. Tout à fait en bas, vous avez une icône sur la barre qui s'affiche tout à fait en bas. L'icône s'appelle Q&R et vous avez donc la possibilité d'exprimer toutes vos questions. Nous allons par la suite les récupérer et espérons vous apporter plus de détails et plus d'informations. Et voilà, encore une fois, merci pour la participation et je laisse Madame Neila se présenter à son tour. Merci, Amel. Donc, moi, c'est Neila Meknessi, je suis une experte en marketing digital. Donc, j'ai toujours baigné en marketing digital depuis la création de Facebook. Et là, j'ai plusieurs pays, je travaille dans plusieurs multinationales et là, j'ai fondé mon propre entreprise, qui s'appelle MEX, depuis 4 ans. Et on est spécialisé en marketing digital et marketing 360. Donc, ça regroupe le traditionnel et le digital aussi. Je suis formatrice à l'ESA. J'adore former à l'ESA. Donc, c'est un des partenaires voilà, que j'apprécie vraiment. Et je suis très, très contente de participer à ce webinaire avec Nassim. Et merci pour votre présence. On a déjà 30 participants, donc on est très contents. Et voilà, merci. Donc, à toi, Nassim, on commence. Super, oui. Donc, avant de commencer, peut-être, j'espère que tout le monde va bien et que dans cette situation particulière, espérant que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop touché par le Covid et ainsi que votre entourage. Donc, durant cette petite heure, donc j'aurai le plaisir d'échanger avec vous, donc avec Neila et Amel. Donc, on va parler du comportement du consommateur et de votre comportement par rapport durant l'ère du digital. Ensuite, je vais vous présenter la transformation de la formation en entreprise, donc suivant toujours cette tendance-là. Ensuite, on va parler des Key Success Factors pour votre transformation digitale. Donc là, on va reprendre une success story d'un de nos partenaires, Exia, qui a pris le pas sur le digital learning depuis pas mal de temps déjà et comment il a géré justement cette transformation et cette accélération de la transformation durant la période du Covid-19. Ensuite, on va finir par vous présenter un peu comment on pourrait vous accompagner et on finira, comme l'a relevé Ahmed tout à l'heure, avec une session de questions-réponses, Q&A, de 15 minutes
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, idéalement dans la section Q&R, donc questions et réponses. Mais sinon, si vous les posez dans le chat, il n'y a aucun souci. On essaiera de les reprendre une à une et on essaiera d'y répondre au mieux. Dans le chat, sachez que vous pouvez interagir avec l'ensemble des participants. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à nous arrêter, pas à nous arrêter, mais à écrire vos questions dans le chat ou dans la section Q&A. Comme ça, on répondra à la fin. Donc, je te laisse, avant de te laisser, Neila, la parole. Au fait, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, essentiellement, on va parler de formation et de digital learning. Donc, principalement, effectivement, donc ce webinaire est à destination des entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, qui ont un processus de formation continue en interne dans leur entreprise, qui veulent aller sur une transformation digitale et qui veulent aussi tirer le meilleur de la formation. Il y a aussi les écoles de formation, comme l'ESA, donc notre partenaire, qui veulent passer du mode présentiel au mode digital learning, et aussi les écoles qui veulent élargir du coup leur offre de formation et peut-être s'internationaliser. Les formateurs et coachs aussi sont concernés par ce webinaire, qu'ils soient débutants ou chevronnés. Les responsables formation qui gèrent une académie interne dans leur entreprise pour satisfaire leur plan de formation et qui veulent aussi initier une démarche de transformation de la formation. Des team head ou des team leaders, donc les responsables d'équipe ou les responsables de département qui veulent déployer le meilleur de la formation à leurs équipes. Et enfin, les experts qui veulent explorer de nouveaux horizons. Voilà, donc je cède la parole à Neila, abordant donc tout de suite le comportement du consommateur à l'ère du digital et du coup votre comportement à l'ère du digital. Donc je te laisse, Neila. Très bien, merci. Bon, moi, je vais commencer avec une méthode toute simple. J'aimerais bien vous donner une année, 1995 ou bien 2000. Donc, pour nous, c'est surtout les années 2000. Pour nous, ça date d'hier, alors que ça fait 20 ans. 1995, ça date de 25 ans. Donc, s'il y a une personne de votre entourage qui est sûrement votre neveu, nièce, fils, voisin, vous pensez qu'il est au lycée? Non, ben, il travaille déjà. Donc, à 25 ans, on travaille déjà. Et à 25 ans, tu peux aller dans le prochain slide, s'il te plaît. Donc, à 25 ans, on ne connaît pas le bureau qui est à gauche. On ne connaît que le bureau qui est à droite. Moi, je suis née en 1985 quand j'ai intégré, j'ai 35 ans, donc quand j'ai intégré la première entreprise à laquelle je lui dois tout d'ailleurs, j'ai connu partiellement ce qui est à gauche. J'avais pas un grand ordinateur, mais j'avais quand même un desktop. On travaillait toujours avec des classeurs. La moitié, au fait, le fax, oui, il existait. En fait, je pense tout existait. Je ne pensais pas que j'étais has-been. Mais maintenant, si vous voyez le bureau à droite, celui qui est né en 1995 et qui travaille déjà et que peut-être qu'il a déjà 2 ans d'expérience a connu que le bureau à droite, c'est-à-dire un ordinateur avec un téléphone portable. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, lors du Covid, de continuer à travailler en télétravail. Donc, si cette période-là était survenue en 1995, je ne pense pas qu'on aurait pu continuer à travailler. Ou bien on aurait pris peut-être d'autres mesures, mais il y avait sûrement beaucoup moins la crise économique aurait été un peu plus accentuée, disons. Donc, ça, si je parle du collaborateur. Maintenant, si je parle nous comme êtres humains, le téléphone portable, depuis l'apparition d'ailleurs du téléphone ou téléphone portable, tout a explosé. Depuis que Steve Jobs a eu l'excellente idée de tout regrouper dans un seul téléphone. Donc, on a toutes les fonctionnalités ici. À cause de ça, il y a eu plusieurs suppressions d'emplois. Donc, il y a eu
pas de secrétaire pour chaque team leader. La secrétaire est devenue une assistante, donc elle fait beaucoup plus de tâches qu'un rappel d'agenda ou à lire les emails ou à faxer des choses, parce que là, on a notre bureau à portée de main. Le téléphone portable, c'est la même chose. Les serveurs, c'est la même chose. Tout est devenu mobile. On est d'accord. Donc, le collaborateur, quand on parle de transformation digitale, on pense au client, c'est déjà bien. On se dit que le client, voilà, il est digitalisé, il ne dort pas sans voir son téléphone, il se réveille avec les SMS, il ne vit pas le monde réel. Et c'est vrai, on vit à la moitié de notre temps malheureusement connecté. Mais on ne pense pas à notre collaborateur. Notre collaborateur, c'est-à-dire notre collègue ou bien notre employé ou bien le consultant avec qui on travaille, il est digitalisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire digitaliser? C'est-à-dire qu'il prend lui aussi des raccourcis pour pouvoir, que ce soit apprendre, que pouvoir communiquer, collaborer, etc. etc. En pensant à cette métamorphose, pardon, il y a plusieurs mots qui sont venus en même temps, métamorphose de notre quotidien et du parcours du collaborateur. Donc, il y a certains leaders qui se disent, oui, il est temps d'offrir des plateformes, il est temps d'offrir des outils à mes collaborateurs pour qu'ils puissent être en liberté et ils puissent être rentables à n'importe quel moment. Okay? D'ailleurs, maintenant, il y a BNP, je pense, Paribas, qui ont été les leaders en ayant une charte qui est la charte, la balance entre la vie privée et la vie professionnelle, justement parce que là, on emmène notre travail carrément à la maison et on travaille beaucoup plus qu'avant. Et je pense, je n'ai pas des statistiques, mais moi, c'est ce que je ressens, c'est que je pense que je fais le travail de personnes libres, je pense. J'ai énormément de casquettes, je prends plein de projets, tout ça parce que pourquoi je gère avec mon téléphone. Je gère avec les outils que j'ai instaurés au sein de mon entreprise. Voilà, sans ces outils-là, on n'aurait pas pu se rencontrer maintenant et tout de suite. On n'aurait pas pu se voir, j'aurais pas pu connaître les cibles, etc., etc. Donc, merci la technologie, mais il faut savoir l'utiliser. Mais concernant le collaborateur, il passe par 3 stades. Le leader ou celui qui porte la vision de vouloir digitaliser son entreprise, il faut qu'il y ait 3 stades. Le premier stade, c'est quoi? C'est la digitalisation de l'expérience opérationnelle. C'est quoi l'expérience opérationnelle? C'est-à-dire en quoi a besoin réellement mon collaborateur pour qu'il puisse être performant et pour que je puisse le joindre. Il a besoin d'un téléphone, il a besoin d'un ordinateur portable, il a peut-être besoin d'un texture externe, je ne sais pas, il a besoin peut-être d'une connexion Internet, etc. etc. Donc, la digitalisation de cette expérience opérationnelle, c'est tout simplement équiper le collaborateur avec les outils numériques pour améliorer ses processus métiers. Okay? Autrement dit, faire mieux et plus efficacement. Donc, ça ne veut pas dire que nos parents, nos grands-parents ne faisaient pas mieux, ils faisaient de leur mieux. Mais je pense que pour clore un projet, les géniaux, moi, j'ai besoin juste de quelques heures pour faire la stratégie, l'envoyer par email, etc. Et je me souviens, lors de ma première expérience de travail, pour envoyer seulement on envoyait à l'ENTV, le spot TV, donc il fallait le graver sur un DVD. Déjà, c'était mieux qu'avant, mais là, c'était mon expérience à moi. Le graver sur un DVD, et j'ai le coursier, le bateau, يوصل عند هذيك la dame, شوف لقيتها ما لقيتهاش, etc., etc. Ça prenait en moins 24 heures pour qu'on soit sûr que le spot TV est arrivé à destination. Et ensuite, je ne vous parle pas du monitoring, je ne vous parle pas du reste, qui prenait énormément de temps. Maintenant, tout ça se passe en combien? 30 secondes, Messi? Exact. Sur 8 transferts, voilà, allô, est-ce que tu as reçu? Donc, ça bouge très rapidement. Donc, on a énormément de tâches à faire, mais si on n'a pas les outils numériques qui vont avec, on ne peut pas dire à nos collaborateurs pourquoi tu ne fais pas ça et pourquoi tu fais ceci, parce qu'il n'a pas les outils. Ça, c'est le premier stade.
Et généralement, ce premier stade, dans les grandes entreprises, il est déjà franchi, n'est-ce pas? Exact. Le deuxième stade, c'est l'expérience collaborative et informationnelle. C'est quoi l'expérience collaborative? C'est le fait de collaborer collaborer facilement avec mes collègues. Ça pourrait être super à l'entendre, ça pourrait être hyper facile, mais non, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que vous voyez ces deux images-là. Vous avez des personnes qui travaillent dans des bureaux, donc dans un open space. Si chaque personne a énormément de tâches et elle est focalisée sur ses tâches à elle, comment elle peut se tourner à droite et voir les tâches de l'autre personne, ou bien comment elle peut, c'était 5-6 réunions par jour, juste pour pouvoir avoir la feuille de route de plusieurs projets. Non, il y a des outils collaboratifs qui existent. Moi, j'utilise Teamwork, par exemple. Il y a énormément d'outils donc, qui existent maintenant dans le web. Ça ne sert à rien de réinventer la roue et de vouloir, comment dire, développer pour son équipe. Maintenant, il y a Teams, il y a les outils de Microsoft, il y a les outils de Google et d'autres outils, Wrike, Teamwork, etc., qui permettent de faire quoi? D'ouvrir virtuellement un projet, d'assigner des tâches et ces tâches-là, ils doivent être assignées à tous les collaborateurs. Je vais voir l'avancement, je vais voir le budget, etc. etc. Donc cette deuxième phase, il s'agit en fait de transformer la manière dont le collaborateur s'informe, informe les autres et collabore sur ses projets. Okay? Par exemple, je suis moi dans le marketing, je travaille avec un fournisseur et mon manager sur une vidéo que je dois produire, admettons. Donc, je vais dans ce réseau collaboratif qui est cet outil collaboratif, voir les tâches qu'ils m'ont assignées, faire les deadlines, discuter avec le fournisseur avec la vidéoconférence, mettre les deadlines qu'il me donne et les coûts sur cet outil, par exemple. Je commande directement, j'ai un timeline, c'est comme un Facebook interne. Donc, ça, c'est le stade 2. Le stade 2, il y a des entreprises qui l'ont franchi, d'autres qui travaillent toujours par email. Tu sais que, Nessim, il y a des entreprises maintenant qui veulent avoir un zéro email. Exact. Travaille avec... Et moi, je suis arrivée à ce stade-là. D'ailleurs, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui m'envoient des emails et je ne lis pas. Donc, je suis allée dans l'autre extrême. Donc là, zéro email, au moins en interne. En moins, avec les collègues, on essaye d'avoir un vrai travail collaboratif et ça a fait avancer énormément les choses. Et avec un seul clic, j'ai mon planning de toute la semaine pour savoir est-ce que Soukaina travaille, est-ce qu'elle a 8 heures de travail par jour, il faut planifier 6 heures, est-ce qu'elle est au complet, est-ce que je dois lui assigner une tâche, l'assigner une tâche à un autre. Et là, on allège aussi le travail pour nos collaborateurs, on évite les burn-out, etc., etc. Ça a vraiment énormément de bien. Le troisième stage, c'est l'expérience ambassadeur. Maintenant, si on réussit le premier et le deuxième, mon collaborateur, mon collègue devient mon ambassadeur au sein de l'entreprise. D'ailleurs, il y a tout ce qui est des meilleurs employeurs dans le Best Place to Be. D'ailleurs, Roche Algérie a été le Place to Be. En Afrique, je suis très, très, très contente. J'étais très contente parce que je travaille actuellement avec une entreprise de IT et ça fait 2 ans qu'on a ouvert ce chantier. Ils n'étaient pas dans le classement, ils sont 5e et 15e en Afrique. Donc, il nous faut encore plus de travail. Donc, l'expérience ambassadeur, c'est quoi? C'est l'étape ultime. Donc, le collaborateur est un ambassadeur. Donc, interne d'abord. Il porte la voix de l'entreprise auprès de ses collaborateurs. Donc, ce n'est pas la personne qui est toujours en train de vous dire « Ah non, on n'est pas bien traité, on est mal payé. » Ce n'est pas avec la tomate pourrie qui pourrit la vie des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, et il peut être aussi externe, donc ambassadeur externe, c'est-à-dire que l'entreprise
Sur les réseaux sociaux, par exemple, imaginez juste si vous avez, je dis n'importe quoi, 500 employés. Chaque employé, il a 200, 300 connexions sur LinkedIn et il va dire que je suis content, les anniversaires, en fait ça, il est content de dire que je travaille pour cette entreprise, etc. Vous imaginez toutes les connexions qu'il peut faire et que le réseau commence à lâcher. Donc, mais pour qu'il puisse, bien sûr, que le collaborateur faire ça, il faut qu'il y ait réellement, il identifie. Mais il y a un win-win. Je suis content, l'entreprise m'offre plein de choses, je ne veux pas aller ailleurs et je laisse et je peux dire que je suis bien traitée, que ce soit à Learn Action ou ailleurs. Okay? Donc, pour réussir ces 3 étapes, c'est vrai que c'est un long parcours et ça peut être coûteux. On dit toujours le digital coûte cher, mais rapporte beaucoup. Pourquoi? Parce que tout devient d'une façon speed, on gère très bien nos deadlines, on gère très bien nos équipes, etc. Mais pour pouvoir aller d'un stade à un autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner ces collaborateurs en formation. Le nombre de jours de formation et d'heures de formation a explosé durant ces derniers temps, a vraiment explosé. Donc, pour que je puisse, admettons, j'ai le stade 1, c'est l'expérience opérationnelle, pour que je puisse dire à la personne qui a 65 ans et à la personne qui ne maîtrise pas son outil comme une personne qui a 25 ans, comment je peux la faire adhérer? Ce n'est pas une formation. On ne peut pas dire que cette personne-là résiste au changement si on ne l'accompagne pas par des formations. Okay? La deuxième, l'outil collaboratif, ce n'est pas tout le monde qui est, nous, l'âge moyen, je pense que j'ai ici en entreprise est de 25 ans. Ils sont chez Digital Native, donc Z au téléphone, etc. Donc, j'ai changé 4 outils. En une année, j'ai fait un changement de 4 outils. J'ai confiance en mon équipe parce qu'il me faut un learning curve de même pas 15 jours et c'est bon, tout le monde commence à utiliser. Mais si j'avais peut-être d'autres personnes qui étaient résistantes, ça m'aurait pris encore plus de temps. Il faut que je les accompagne en formation. Pour que je puisse arriver à la 3e étape, qui est que mon collaborateur soit ambassadeur, et là, j'ai besoin encore de formation pour que je puisse lui apprendre son métier, pour que je puisse le upgrade, je ne sais pas comment on dit, upgrade. Le faire monter en compétences. Voilà, le faire monter en compétences, etc. Donc, j'ai vraiment besoin de formation, mais de formation continue. Sachant, si moi, comme entreprise, je n'offre pas une formation orientée selon ce que moi je veux et comment je veux formater ce collaborateur à mes principes et à mes process, il va aller chercher des formations ailleurs. Maintenant, avec Google, on cherche tous des formations, on est tous des autodidactes. Moi, j'ai mes dernières certifications, tous, je les ai faites que sur Internet. Donc, si, par exemple, moi, je travaille avec Nassim chez Learn Action et il me dit, tu sais pas comment on va faire ça, comment je vais faire ce process, etc. Si lui, il ne va pas m'apprendre les process de Learn Action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Internet et me chercher d'autres process. Il se pourrait que ces process-là soient bien, donc je pourrais après les réapprendre peut-être aux collaborateurs, mais souvent, quand on est en grande entreprise, on ne veut pas ça. On veut que ces process-là soient scindés et soient mis dans une boîte que voilà ce que tu dois apprendre. Et après, laisser bien sûr les collaborateurs à chercher par eux-mêmes. On peut jamais. Mais quand on pousse le collaborateur à apprendre selon nos process à nous et selon les formations, que ce soit en e-learning ou peu importe en présentiel, ça pourrait, il va être formé, je vais le dire en algérien, voilà, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le fait de lui inculquer la culture. Et cette culture de l'entreprise, elle peut qu'être inculquée par des formations qui sont faites sur mesure pour l'entreprise. Maintenant, je vous ai fait ce slide-là, c'est quelques constats donc, du comportement et aussi de la formation à l'ère du digital. Donc, vous savez qu'en 2020, et ça c'est frappant, dans le monde, un employé sur 2 est mobile. C'est quoi être mobile? C'est de ne pas être tout le temps au bureau. Voilà. Et de travailler quand même. Donc, on l'est tous, je pense. Nessim, est-ce que tu l'es? Si tu savais, moi,
Oui, oui, oui. Mais j'ai beaucoup d'histoires dans ce sens, mais effectivement, oui, euh, on, on peut être, ne pas être physiquement stable, mais continuer à travailler et gérer de gros dossiers, effectivement. Oui, mais je ne sais pas, est-ce que nos participants, ils ont travaillé, ils ont fait du télétravail lors du Covid, Oui, mais ce n'est pas facile de travailler de la maison, c'est beaucoup plus de pression, on travaille énormément, etc. n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, hein. Donc là, par exemple, moi, maintenant, j'ai une collaboratrice, travaille, même si maintenant tout le monde est au bureau, mais elle, ça fait 5 mois qu'elle n'a pas vu ses parents, ils habitent loin, elle est partie chez eux et elle travaille de la maison. Donc, elle a, heureusement que j'ai le drive, je veux dire, le cloud, j'ai tout mis, toutes les phases, j'espère arriver au troisième, mais toutes les phases que j'avais dit auparavant, ils sont un peu comblées. Il y a Donc, Sofiane qui nous dit que c'est le cas avec un smiley qui rit. Donc, je te confirme et on te confirme que beaucoup de voilà, je pense personnes… que même si ce n'est pas un employé sur deux, je pense que peut-être pas en Algérie ou au Maghreb, mais je pense que oui. Sauf si c'est vraiment chez les Kawataniya, etc., qui font un petit pointage. Sinon, je pense qu'on est tous en mobilité. Donc ça, c'est important de le savoir. Ceci dit, Naïla, on n'a rien contre les chalets wataniyettes, y compris les arts. Et bien, Anna, pour moi, quand je dis chez les Kawataniya, vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, moi, je rassure, hein, en tout cas, avec l'ESA, nous faisons du télétravail. Nous avons des collègues qui travaillent à distance et ça se passe très, très bien. Donc, ça pose aucun problème. Voilà, donc même à l'ESA, vous êtes mobile. Tout à fait. Donc, vous confirmez qu'un employé sur deux, que cette statistique-là, elle peut être… Je pense que c'est possible. c'est possible. Donc, imagine-toi, Amel, demain, j'ai une formation et moi, mes employés sont tous mobiles. Comment je dois faire? Je pense les connecter sur un seul support. Voilà. Si je me connecte sur un seul support, je n'ai pas avec je n'ai pas les excuses de dire ah je ne peux pas y être, ah non j'habite dans une autre ville, etc., etc. Donc là, ce que c'est que non, vous vous connectez tous en même temps, il y a le formateur qui est en ligne. C'est clair qu'après, Nassim va un peu le détailler, c'est voilà, la présentielle versus le online, etc. Mais le online, c'est clair qu'il allège énormément de choses et on a l'information à portée de main. Exactement. Donc, il y a l'explosion des outils collaboratifs, donc on en a parlé. Certains métiers sont appris sur le temps grâce aux formations. J'ai oublié un S, désolé, grâce aux formations en ligne et les tutos. C'est-à-dire que plusieurs personnes, maintenant, imaginons si votre téléphone s'est éteint tout de suite. Voilà, et blackout, il y a un écran noir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur YouTube pour voir, j'ai mon écran est noir, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est la maman de tout le monde, Google. Même si Google, c'est au masculin, mais je pense que la Google. La Google. Donc là, c'est la même chose pour les compétences, comme on avait dit, c'est la même chose pour les formations, les certifications. Moi, comme je suis formatrice à l'ESA et je suis aussi enseignante dans plusieurs universités, donc qu'est-ce que je dis aux étudiants? Maintenant, il faut, ou bien les personnes qui veulent chercher de l'emploi, c'est super beau de voir un CV avec formation en ligne. Ça veut dire que la personne, elle est autonome. Elle ne cherche pas quelqu'un qui, pour lui dire vas-y, vas-y à l'école ou là-bas faire ça. C'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc, c'est une grande, grande valeur ajoutée. Les écoles universitaires aussi, j'avais raconté à Nessim que je suis en train de suivre une formation à HEC Paris à distance. Donc voilà, ça a toujours été mon rêve de faire HEC Paris. J'ai fait celle de Montréal, mais s'il me manquait celle de Paris, pour moi, c'est à Montréal chinois. C'est à Paris et après. Donc, une heure de temps. Naïla, juste, il y a le Hadi que je salue très chaleureusement. C'est aussi un ami qui a relevé pas mal de choses intéressantes dans le chat. En fait, le Hadi, ce que je te propose, c'est qu'on va reprendre un peu tout ce que tu nous as dit.
dans la session Q&A. Et on y répondra volontiers avec Neila. Ok, moi je ne suis pas trop en train de lire les interventions. Donc, 1 heure de formation continue par salarié entraîne une progression de 0,5 à 0,7 points de pourcentage de la croissance de la productivité au travail. Franchement, la formation, c'est vrai que c'est très difficile de faire engager les collaborateurs quand c'est une formation en ligne, mais s'ils voient toujours l'intérêt, dites-vous que ce soit client ou collaborateur, on est dans un monde de win-win. Il faut qu'ils sachent c'est quoi l'intérêt, pourquoi il fait cette formation-là, pour qu'ils puissent y adhérer. Donc, voilà. Si tu peux aller à l'autre slide, s'il te plaît. Donc, l'accès au savoir en tout temps et de n'importe quel endroit. Donc, ça, c'est très important aussi. Grande capacité d'absorption d'informations. On est dans une ère où là, on est Gilles, vraiment où il y a énormément d'informations qu'on absorbe. On absorbe vraiment beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est aussi une opportunité pour les entreprises de savoir que ces nouveaux recrues ou ces employés, ils sont là pour apprendre et ils apprendront toujours. Donc, avec le savoir continu, il creuse dans nos mœurs. Demande de flexibilité dans la gestion du temps. J'ai toujours dit, moi je suis une maman et Inch'Allah, si une de mes collaboratrices va tomber enceinte et va être maman, je vais être hyper flexible avec elle parce que je sais ce que c'est tomber enceinte, éduquer un enfant à bas âge, etc. Nessim est en train de rire parce que il a un enfant aussi de 2 ans. Donc, d'offrir cette opportunité aux parents, même pas à la maman, aux parents, je pense que c'est quelque chose qui rentre dans le bien-être de l'employé. De lui dire que tu peux travailler, par exemple, 5 heures par jour, il le fera et il le fera avec plaisir et il donnera encore plus de son temps. Donc, la demande de flexibilité, c'est comme juste un seul exemple qui me tient à cœur, mais je vais vous donner juste un seul exemple, mais énormément d'exemples où les employés vont demander des flexibilités. Donc, pourquoi dire non si on peut le faire? La démocratisation de l'information, proposition de certification des grandes écoles, même Oxford est sur le online, MIT, voilà, Harvard, toutes les grandes universités maintenant font des formations en ligne. D'ailleurs, ça a été les pionnières. Hein. Les universités et les business schools anglo-saxonnes ont vachement investi dans le digital learning. Ça fait pas mal de temps déjà. Et tu imagines, moi, que je suis dans mon fin fond du monde, j'ai 49 degrés dehors et je fais une formation de Harvard qui est à Boston. Et c'est magique. Hein? Je trouve que c'est une opportunité comme pas possible d'avoir le savoir, ça m'a apporté demain. Il faut juste savoir utiliser les outils, utiliser Internet, éduquer les enfants à l'utilisation d'Internet, etc. Bref, et le coût inférieur, ça c'est la grande bonne nouvelle pour les managers, c'est que c'est clair que la formation en ligne coûte beaucoup moins cher que la formation en présentiel. Les formations en ligne permettent d'économiser des sommes d'argent substantielles et cela encourage les entreprises à faire des formations et aussi à penser à des programmes, etc. Sachant que tu me confirmeras, Nassim, qu'une formation en ligne, elle peut être vraiment exploitable pendant quelques mois ou même quelques années. Donc, bien sûr. Donc, vous avez compris que le digital learning ou bien la formation en ligne, elle garantit donc la productivité des collaborateurs. Si vous élevez la compétence, vous allez faire monter en compétence vos collaborateurs, vous allez être compétitif dans le marché. Okay? Et vous pouvez même, comme moi je le dis très souvent, parce que si vos collaborateurs ils sont très très bien formés, c'est une très très grande USP, c'est-à-dire c'est une grande différenciation par rapport à vos concurrents. Et il est prêt à payer le prix fort en sachant que le projet il est entre de bonnes mains. Et vous allez être beaucoup plus attractif. Donc tout ça, c'est que vous allez être beaucoup plus performant. Et voilà pour la formation en ligne et son impact sur le parcours du collaborateur. Et je laisse maintenant la parole à Nassim pour entrer plus en détail.
merci beaucoup Neila. C'était très intéressant et très instructif. Au fait, moi, je vais faire l'amorce de mon intervention par une question. Donc, je vais inviter chacun de vous à essayer de répondre à cette question qui est donc le digital learning n'est pas. Donc, pourquoi je fais ça et pourquoi on fait ça? C'est justement pour pouvoir poser certaines bases de communication parce qu'on a entendu beaucoup de peut-être fausses interprétations sur la terminologie utilisée. Donc, moi, je vous invite dans le chat à répondre à cette question. Le digital learning n'est pas. Donc, je vous laisse 20 secondes et ensuite, je vais vous donner la bonne réponse. Allez-y. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris. Au fait, ce qu'on a remarqué, je pense que vous pouvez le confirmer, c'est que surtout par rapport à la période post-Covid, c'est qu'on a souvent dit, oui, webinar, c'est du digital learning, ou bien on fait de la formation en webinar et tout. Sachez que ce n'est pas ça. En fait, le digital learning répond à une dimension beaucoup plus large. On le verra un peu plus tard. Ce qu'on a eu aussi comme retour, c'est que ils voient les personnes, les responsables formation, notamment, ils voient le projet comme étant un projet IT, un projet informatique ou bien un logiciel, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup, encore une fois, beaucoup plus large. Effectivement, la composante technologique, elle est importante dans un projet de digital learning dans une entreprise, mais ce n'est vraiment pas la seule. Sachant qu'aujourd'hui, effectivement, la technologie, comme l'a relevé Neila depuis le début, c'est que la technologie est là. Maintenant, pour peu qu'on puisse l'adopter et bien la matcher pour pouvoir proposer un projet de digital learning au sein de son entreprise. Et du coup, la question à $1 million. Donc, du coup, le digital learning est une véritable expérience humaine. Donc, j'insiste dessus. C'est qu'effectivement, ça inclut différentes dimensions. La dimension pédagogique, bien entendu, la dimension technologique, on l'a vu, et effectivement un engagement de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir proposer un projet de digital learning qui puisse tenir la route. Voilà, donc ça j'insiste beaucoup. On a eu lors de notre précédent webinar un bon résumé, c'est la technologie au service de la pédagogie. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, comme l'a relevé aussi Neila sur les outils marketing digitaux, c'est effectivement la transposition des concepts marketing universels, si je puis dire, mais qui sont revisités et redéployés de façon digitale pour justement simplifier le process marketing dans les entreprises. Et du coup, aussi pour poser un peu les bases, c'est qu'au fait, on distingue 3 modes d'apprentissage. Je pense que vous connaissez le plus classique et je pense le plus utilisé en Algérie, c'est le présentiel. Donc, c'est le mode classique où on est avec un formateur dans une classe et on fait la formation en présence du coup du formateur physiquement. Ensuite, on a la deuxième famille, donc c'est le cas du e-learning. Donc, la famille du e-learning qui regroupe différentes appellations. Donc, on retrouve le digital learning, mobile learning, rapid learning, vidéo learning, etc. Donc, tout ça est regroupé dans la famille du e-learning ou du digital learning. Et le troisième mode, c'est le mode ce qu'on appelle blended learning. Donc, blended en anglais veut dire, plutôt en français veut dire mixed. D'ailleurs, on parle aussi de mixed learning.
Et donc, ce mode d'apprentissage allie différentes façons de présenter la formation. Donc, on va le voir un peu plus tard sur quelle stratégie adopter justement pour une, une approche de formation gagnante au sein de l'entreprise. J'espère que c'est clair. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat ou dans la section Q&A. Là, on va aborder quelques statistiques. C'est toujours bien de voir un peu les tendances mondiales. Donc là, il s'agit d'une étude de l'ISTF, donc c'est un organisme en France indépendant qui génère chaque année différentes tendances, notamment sur le digital learning. Et on voit bien qu'en 2019, donc là, la dernière version qu'on a aujourd'hui, c'est l'étude qui est parue pour 2019, où on voit effectivement que le blended a pris 10 points. Donc, le blended learning a pris 10 points sur le présentiel. Donc, sachez qu'en 2018, la part était à 29% présentiel et 64% blended. Donc, en 2019, le blended learning a gagné 10 points. Et on verra un peu plus loin que justement la modalité d'apprentissage blended learning est la stratégie gagnante en entreprise. Ici, vous avez la répartition ou bien la quote-part du blended learning dans les stratégies de formation par taille d'entreprise. On voit clairement que le blended, effectivement, c'est le mode d'apprentissage le plus important. On aurait tendance peut-être à croire que dans les petites structures de moins de 100 salariés, le présentiel est supérieur, alors que ce n'est pas le cas. Donc, la tendance se confirme sur l'ensemble des tailles d'entreprise. Maxime, est-ce que tu penses que ça va aller en diminuant? Je pense ça va aller d'année en année vers le 90% digital. Sur du blended, oui. Sur le format blended, là, on le verra un peu plus tard dans la slide qui parle du long terme. Mais effectivement, sur l'attribution des budgets, là, en entreprise, en fait, les grands directeurs de formation ou les DRH de grands groupes internationaux vont allouer beaucoup plus de budget sur le format e-learning pur ou bien sur le format distanciel, donc blended learning. Et une réduction drastique des budgets sur les formats présentiels. Et cette slide-là, c'est pour vous montrer l'origine des contenus digitaux en entreprise. Donc, on distingue deux origines. Donc, en interne, donc c'est l'entreprise elle-même qui développe son contenu. Même si la tendance va plutôt sur l'externe, donc via l'achat sur catalogue, donc l'achat de formations qui sont déjà disponibles auprès de fournisseurs de solutions e-learning. Et donc l'externe, où là, effectivement, beaucoup d'entreprises aussi ont recours à du développement sur mesure pour leurs propres besoins. Donc, c'est un peu la répartition un peu de l'ISTF. Et ce que nous avons remarqué, et je pense que vous allez le confirmer et vous le confirmerez, c'est que l'accélération de la transformation a été très remarquée après le Covid. J'ai envie de vous dire qu'avant le Covid-19, c'était dans certaines régions du monde, parce qu'effectivement, sur le monde anglo-saxon, le digital learning, blended learning, c'est vraiment ancré dans la mentalité des gens. Mais dans beaucoup d'autres régions, notamment en Algérie, c'était du concept. E-learning, digital learning, c'est resté conceptuel, au stade conceptuel. Il y en a aussi qui le font par mode. Moi, ça me fait rire des fois quand il y a quelques entreprises qui disent je veux adopter le e-learning, je veux adopter le marketing digital parce que c'est la mode. Ce n'est pas une mode.
Exact. Donc, c'est une nouvelle ère. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On l'a vu pendant 3 mois. Les entreprises qui n'ont pas été dans le digital, les entreprises qui n'ont pas cru en ça ou là, qui ont cru en ça, mais ils n'avaient pas investi, qu'ils étaient à l'arrêt pendant les 3 mois. Nous, on a reçu tellement de demandes pour les sites e-commerce, c'est incroyable les demandes qu'on a reçues durant ces 3 mois-là parce que les gens se disaient et dommage, je ne l'avais pas fait. Donc, il n'est pas toujours trop tard, c'est clair, mais le Covid, c'est vrai qu'il a démontré que finalement, this is the answer. Exact, exact. Et du coup, ce qu'on a remarqué après le Covid ou durant la période du Covid, c'est vraiment une démythification du digital. C'est qu'on a enlevé le mythe avec le digital. J'ai envie de dire, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Zoom, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Teams. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils le gèrent, qu'ils font des sessions avec ce type d'outils. Donc, vraiment, il y a une démythification du digital. Euh, Ensuite, effectivement, comme tu viens de le relever, Neila, c'est que il est très important d'entretenir les compétences des collaborateurs. C'est ce qui fait le capital d'une entreprise, c'est ses compétences humaines. Hein. Moi, je vais te donner une anecdote, Neila. Je vais vous partager une anecdote avec vous. Une fois, lors d'un interview, Bill Gates a une question d'un journaliste. Il a dit Monsieur Bill Gates, si demain vous perdez tout, si vous devriez perdre tout, et si on devait vous laisser qu'une seule chose, quelle serait cette chose? Il leur a répondu, mes hommes. Mes hommes, tout simplement. Il leur a dit, mes hommes, il leur a dit, c'est avec eux que j'ai fait ma fortune et c'est avec eux que je la referai. Donc voilà. Donc c'est. D'ailleurs, il y a un autre, le founder et le owner d'AliExpress, Alibaba. Oui. Il avait dit que pratiquement tout le budget marketing va aux collaborateurs. Voilà. Et que si le collaborateur est content, moi, je vendrai plus. Donc, c'est clair. Et on a eu des actions sur certaines régions, beaucoup en Europe, notamment en France, avec le dispositif FNE, qui vraiment favorisait le recours aux formations en général et au digital learning en particulier au niveau des entreprises. Pourquoi je vous parle de la France? Parce que nous, on est actif sur plusieurs régions et sur beaucoup de pays francophones, notamment la France avec notre partenaire Rexia. Ici, vous avez un trend, donc c'est fait via Google Trends. Hein, donc l'information, vous pouvez la voir en tapant Google Trends sur Google. Et au fait, on a remarqué effectivement durant la période du Covid le pic d'intérêt sur le digital learning dans Google. Donc ça a été multiplié par 3 ou 4. Sur cette période-là, démontrant l'intérêt croissant de ce mode d'apprentissage au niveau des entreprises. Je vais finir avec 2 slides concernant LinkedIn Learning qui justement, LinkedIn a fait une enquête sur beaucoup de responsable de formation, directeur de formation à l'international auprès de grands groupes. Et effectivement, donc 61% du budget qui serait alloué aux formations. Donc, sur le mode présentiel, au fait, il y aura une coupe de 61%. Et le pendant de ça, effectivement, c'est que ces responsables-là vont beaucoup plus investir sur le distanciel et les formations en ligne, donc en e-learning pur. Donc, plus 66% pour le distanciel et plus 60% pour la formation en ligne. Et pour le long terme, justement, parce qu'au fait, on a eu des questions, notamment sur est-ce qu'après le Covid, les choses vont redevenir normales par rapport à la formation. J'ai envie de dire que le pli a été pris. Maintenant, au fait, de par la démythification du concept du digital learning et au fait, le retour positif des personnes et des collaborateurs qui
qui ont suivi des parcours de formation en digital learning, au fait, la tendance se confirme en présentiel dans le long terme. Au fait, il est appelé à vachement diminuer au détriment du distanciel et des formations en ligne. Voilà. Donc, c'est une enquête de LinkedIn Learning. N'hésitez pas à googler l'étude. Vous allez trouver la source dans Google. Et du coup, ce qui nous amène au retour… Le fait de faire des formations à distance me permet d'avoir des talents que je ne… Par exemple, à l'ESA, si vous voulez avoir un formateur de New York ou de Boston qui est à MIT, n'importe quoi, qui ne peut pas se déplacer, ben, c'est une opportunité quand même de l'avoir en ligne et de partager ce moment avec lui. Donc, donc je trouve qu'il n'y a que du bon. Maintenant, c'est clair qu'il y a certains aspects négatifs du e-learning, mais si on fait la balance entre le bon et le mauvais, je pense que le bon l'emportera. Oui, mais je pense qu'en fait, on a trop opposé les modes d'apprentissage. Jusque-là, c'est que, moi, je le remarque, hein, notamment sur l'Algérie. Oui, non, l'Algérien, il aime bien le physique et tout. Sauf qu'il ne s'agit pas d'opposer les modes d'apprentissage. C'est vraiment de considérer l'apprentissage comme étant une approche globale qui peut intégrer du présentiel, mais aussi intégrer le e-learning. Ensuite, effectivement, les ratios intégrés peuvent changer d'un pays à un autre. Mais effectivement, voilà, aujourd'hui, pour envoyer un email, on n'envoie plus une lettre physique, on envoie un mail directement à partir de son PC pour écrire à quelqu'un. Donc, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, la formation, telle qu'on l'imaginait avant, a complètement changé et que voilà, il faudra effectivement considérer ce mode d'apprentissage en intégrant le digital learning. En fait, en attendant, c'est vrai, quand je fais des formations en Algérie, j'ai tendance beaucoup à entendre, oui, l'Algérien n'est pas prêt, l'Algérien, non, on n'est pas encore là. Mais quand on fait quelques exercices et on voit que finalement, celui qui dit que l'Algérien n'est pas prêt, il est tout à fait prêt. Ou bien le pire, c'est qu'il est déjà dans cette immersion. Donc, il utilise déjà que son parcours, c'est digitalisé déjà. Peut-être quelques entreprises ne suivent pas. Mais attention, même en France, il y a une entreprise sur 3 était prête pour le Covid. Donc, ça n'a rien à voir c'est pas une affaire de pays, c'est une affaire de dirigeants. Les dirigeants, il faut qu'ils soient conscients pour prendre ce tournant digital. Maintenant, si je suis en France, aux États-Unis, en Algérie ou au Maroc, ou peu importe, et je ne suis pas conscient, je reste pas conscient. Donc, ça n'a rien à voir avec la nationalité. C'est clair que l'environnement et le gouvernement tend à aider, mais sur certains aspects, c'est tout. Donc, par exemple, sur la signature électronique pour les factures, en Algérie, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est rentré en vigueur, mais dernièrement, dernière nouvelle, non. C'est clair que ça, c'est une limite. Mais est-ce qu'il n'y a que ça dans le digital? Il y a énormément de choses. C'est clair que c'est un écosystème, mais si on peut maîtriser notre petit écosystème avec les fournisseurs, avec les collaborateurs, etc., c'est déjà ça. Donc, il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse des choses. Et ça, c'est dans tous les pays. Regardez seulement le Kenya, à Nairobi. C'est une capitale, mais complètement digitalisée. Moi, j'ai été vraiment choquée de voir et très surprise de voir le niveau. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec le gouvernement ni avec… C'est vraiment la vision de vous qui êtes leader, vous qui êtes chef d'équipe, vous qui êtes chef d'entreprise. Et il y a en plus, Nessim, c'est une entreprise algérienne et qui performe partout dans le monde, y compris en Algérie. Donc il y a maintenant des entreprises algériennes qui performent en ça, etc. Donc, il faut juste faire le pas et ne pas jeter la pierre sur un environnement ou sur un gouvernement, etc. Alors, si vous permettez, en fait, il y a une intervention de Ben Choukr qui intervient là pour dire qu'en fait, il faut voir la tendance. La tendance est désormais vers la baisse une fois le Covid est maîtrisé.
Et il faut voir comment cela évoluera dans le futur, c'est-à-dire la stabilisation de la part du marché, du e-learning dans le marché de la formation. Donc là, on fait référence à une C'est normal circonstance. parce que pourquoi, Amel? Parce que on était dans un monde où on ne se voyait pas. Oui, N'est-ce pas? Je ne peux pas te dire, Amel, viens, je vais te faire une formation. Tu vas me dire non, merci. Donc, c'est normal, c'est tout le monde parce que ces 3 mois, 4 mois, on ne pouvait pas les perdre. Donc, on a basculé à 100% sur le digital. Et là, quand il y a le Covid est un peu est maîtrisé, on va revenir un peu dans le blended. Exact. Voilà. Au fait, pour répondre rapidement à Al-Hadi, c'est effectivement ce que je viens de dire, c'est que la tendance est dans le long terme. C'est que la question a été posée à beaucoup de responsables formation à travers, dans de grands groupes internationaux, dans cette enquête de LinkedIn, et qui montre clairement que le présentiel sera sur une tendance baissière, contrairement au distanciel et aux formations en ligne. Donc, ces responsables-là vont injecter beaucoup plus de budget dans le distanciel et les formations en ligne. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, mais on reviendra sur les sur les questions dans la dernière partie. Il ne nous reste pas beaucoup. J'ai vu aussi qu'on va forcément dépasser l'heure du Tu as webinaire. décidé de faire le webinaire avec moi, il faut. Exactement. Et du coup, voilà, donc on va essayer d'aller vite pour ne pas aussi retenir beaucoup nos participants. Et du coup, je voulais rebondir juste sur la success story de notre partenaire. Donc, Grexia, c'est une très belle boîte d'ingénierie industrielle qui est basée en France, à Lyon, et avec lesquels on a engagé un gros travail de digitalisation depuis plus de 2 ans maintenant. Et que, voilà, donc eux, au fait, ils ont géré la formation en blended learning. Donc, ils ont vachement investi dans le digital learning. Effectivement, donc ils confirment que c'est beaucoup plus économique, plus souple et plus large public. Moi, je vous raconte une petite anecdote, c'est qu'avec Rexia, donc un de ses clients, donc il a suivi un parcours de formation. Ce client-là, il a des apprenants à travers le monde. Donc, il y a eu des personnes qui ont suivi nos formations du Canada, de la Suisse. Voilà, donc c'est effectivement une approche très souple qui permet d'harmoniser la formation donnée aux personnes tout en apporter une grosse flexibilité dans le mode d'apprentissage. Bien sûr, en gardant un support d'un expert via des classes virtuelles ou du coaching à distance ou bien même du présentiel quand l'environnement le permet. Et du coup, effectivement, le besoin de former leurs collaborateurs est avant tout une obligation, hein. Après, ça dépend des pays, mais déjà aujourd'hui en Algérie, il y a la taxe de formation professionnelle, donc c'est pas pour rien que l'État taxe les entreprises qui ne forment pas leurs collaborateurs. Euh, euh, c'est aussi un moyen de préparer effectivement l'après-crise et la reprise, donc par le rafraîchissement des compétences et le bon moment pour le faire. Effectivement, beaucoup de personnes du jour au lendemain se sont retrouvées confinées à la maison. Les réflexes, les nouveaux réflexes de travail n'ont pas été là. Et du coup, voilà, donc les gens en général, ils ont eu plus de disponibilité pour pouvoir suivre des formations. Et aussi, même Et les personnes, les collaborateurs n'aiment pas stagner parce qu'en général, pourquoi ils changent de métier? Pourquoi ils changent d'entreprise? Ils se disent, je stagne, je ne fais exact, rien, je stagne. S'il y a de la formation, il ne va pas stagner. S'il va apprendre d'autres compétences, il ne va pas stagner. Sachant que dans le monde, il faut changer, il faut monter en compétences dans chaque 18 mois pour, changer de, entre guillemets, de tâches, de métier, etc. Donc, le fait de me faire monter en compétences les collaborateurs, c'est un grand plus pour que vous puissiez avoir une bonne rétention de ces exact. derniers. Et du coup, le format effectivement adopté, donc c'est un pur blended, hein, du e-learning, des classes virtuelles et aussi via des sessions webinaires pour un plus large public.
Voilà, donc Rexia confirme la tendance du blended learning, donc une sensibilité accrue aux formations digitales et à distance. Ils ont effectivement bénéficié du dispositif FNE Formation et au fait, les retours qu'on a eus sont très positifs. Nous, on est très fiers de toute façon à pouvoir faire notre petit chemin comme ça à l'international et d'avoir des feedbacks très positifs, des feedbacks de sociétés qui évoluent dans des environnements très concurrentiels et qui connaissent beaucoup mieux que nous le digital learning. Donc, c'est une satisfaction pour nous de pouvoir accompagner nos partenaires à l'international. Je vois qu'il y a quelques personnes qui lèvent la main pour prendre la parole. Je vous propose de le faire durant la session Q&A, donc questions-réponses. Juste après, on donnera la parole aux personnes qui veulent bien la prendre. Et du coup, pour finir ce webinaire, comment pouvons-nous vous accompagner? Donc, si on reprend l'escalier classique de l'apprentissage d'un apprenant via les 3 phases, donc un apprentissage doit passer par ces 3 phases, donc la phase découvrir, la phase apprendre et la phase appliquer. C'est qu'aujourd'hui, donc de par les solutions qu'on peut mettre en place en termes de blended learning, c'est qu'effectivement, on peut matcher l'ensemble des formules d'apprentissage, que ce soit du présentiel, du e-learning, de l'escape game, donc l'ensemble des modalités d'apprentissage, on peut les matcher, les mixer dans l'ensemble du parcours d'apprentissage de l'apprenant. Là, on vous a mis quelques icônes qui représentent un peu les modes, mais voilà, donc on peut très bien les matcher aujourd'hui dans le parcours d'apprentissage de l'apprenant, et c'est ce qu'on appelle justement le blended learning. Et ici, on vous a mis quelques slides ou quelques captures d'outils de formation réels qu'on met, nous, Learn Axiom, à disposition donc avec l'ESA auprès de nos partenaires clients. Donc, je peux vous citer un exemple de quiz, par exemple, ou de certificats, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, qui sont générés automatiquement en fonction du parcours d'apprentissage de l'apprenant en ligne. Donc, tout ça est fait en digital learning et les outils existent. Voilà, donc pour vous dire que les outils existent, maintenant pour peu effectivement de bien les matcher et de bien transposer ces outils-là. C'est le même cas pour le marketing digital, hein. Aujourd'hui, il y a une multitude d'outils de marketing digital pour peu de bien les matcher, de bien les utiliser pour pouvoir arriver à l'objectif visé. Et du coup, effectivement, nos pôles d'expertise concernent 5 parties qui sont partie intégrante d'un projet de digital learning. Donc, on intervient dans la stratégie de formation, dans le curriculum design, le développement de contenu, le learning management system. Donc là, c'est la partie vraiment technologique, IT, et le learning experience development. Voilà, donc, ce sont nos 5 pôles d'expertise sur lesquels on accompagne nos partenaires dans leur transformation digitale. Et du coup, ça, peut-être, on va aller vite. C'était pour dire qu'on est organisme de formation agréé et qu'on aussi on accompagne des sociétés dans leur objectif de transformation de la formation, qu'on développe aussi donc des plateformes de formation, qu'elles soient grand public ou bien à direction des entreprises via des académies digitales. Et on s'inscrit comme étant un e-learning solution provider, donc un fournisseur de solutions e-learning pour les entreprises partenaires. Ici, c'était juste pour vous montrer un peu les pays francophones avec lesquels on travaille. Pas encore l'Afrique, sans considérer l'Afrique du Nord, bien entendu, mais je parle de l'Afrique noire francophone. Mais Inch'Allah, on est en train d'avancer pour pouvoir
travailler avec ces pays-là. Ici, vous avez quelques références. Bon, il y a beaucoup de pharma parce qu'il y a une sensibilité et qu'on travaille. Moi, initialement, dans le passé, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie de santé. Et j'ai fini. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop… ça va, il est 5h, 3h07. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement en session Q&A. Donc, il y a des personnes qui ont levé la main. Je vous propose de vous prendre à la fin des questions qu'on aura, que les gens ont posées par écrit. Donc, Ahmed, je te laisse la main. Donc, n'hésite pas à nous poser les questions et on essaiera avec Naila d'y répondre au mieux. Parfait. En tout cas, je vous remercie. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc, je suppose que les participants ont tout compris. Je l'espère. Il y a eu quelques… alors, j'ai noté 3 questions. La première qui est pertinente, elles sont toutes pertinentes, mais celle-ci qui revient. Y a-t-il des textes qui réglementent le digital learning? En Algérie, je suppose. Oui. Écoutez, initialement, la formation à distance a toujours existé, hein, que ce soit dans le lycée et tout. Donc, oui. Ensuite, sur l'application sur le terrain, je pense qu'il y a un cap à franchir de façon à intégrer et faire reconnaître le digital learning comme étant un mode d'apprentissage à part entière, effectivement. Mais le mode Neila, je ne sais pas si tu te souviens, ou Amal, les cours du soir existaient, les gens faisaient, les formateurs envoyaient des bouquins à distance, ils devaient passer un examen à distance. Donc, ce mode-là existe. Après, effectivement… Le bac mode libre. Voilà, en mode libre à considérer effectivement. Et on espère bien sûr sincèrement que la réglementation évolue dans ce sens-là, sachant que c'est la tendance mondiale. Hein. Non, on ne se veut pas d'être à part. On se veut au contraire d'être dans la lignée de ce qui se fait ailleurs. Et puis voilà. D'accord. Alors, on débute la séance. Neila avait parlé de mobilité. Donc, il y a eu pas mal de réactions, dont une question qui dit, en parlant de mobilité justement, il y a plus de distractions à la maison. Est-ce que ça affecte le rendement? Donc, pour cette question, il faut être concentré, il faut être organisé. Moi-même, j'ai un enfant à bas âge, j'avais eu mon mari, on a juste quitté la journée. Maintenant, il faut avoir aussi, c'est pour ça que je reviens au top management et je reviens à ça, je reviens aux décisionnaires, aux leaders pour qu'ils soient indulgents. Donc, j'ai une tâche. Il faut que je la fasse durant la journée ou dans les 2 jours. Il faut que j'ai une réunion, que mon enfant vienne me déranger. C'est pas si grave que ça. Essayer de faire, je ne sais pas, est-ce que la personne qui a posé la question, elle a fait du télétravail ou pas? Essayez juste de demander autour de vous. Est-ce que vous êtes plus productif à la maison ou au bureau? Ou là, vous étiez plus productif ils vont vous dire à la maison, on a été plus productif, même si un enfant est sur notre tête et on est en train de travailler. C'est bizarre. Et là, je confirme, hein, nous, on a eu aussi beaucoup de retours dans ce sens-là. Beaucoup de gens nous disent finalement, à la maison, j'ai été beaucoup plus productif. Il faut considérer qu'Alger ou bien les autres wilayas aussi, hein, les gens perdent beaucoup de temps dans les trajets alors qu'on travaille à la maison. Donc, on économise tous ces temps-là de perdu. À la maison, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais moi, j'ai suivi beaucoup de webinaires de psychologues de comment gérer son temps à la maison. Donc, il faut que les enfants comprennent que voilà, c'est un espace de travail pour maman et papa. Etc. Il y a énormément de techniques. On n'est pas préparé à ça, directement. Donc, c'est normal qu'on a été. Mais il faut une séance de e-learning pour savoir. D'ailleurs, il y a plein de plateformes qui ont offert des formations et des webinaires pour dire comment gérer à la maison. Mais maintenant, si on a certains outils et on est conscient de suivre des webinaires qui vont nous aider à gérer notre
temps à la maison, après, c'est facile, on travaille beaucoup plus. Mais attention, moi, je ne suis pas pour de travailler tout le temps de la maison, moi personnellement. Moi, ce que je vais instaurer à mon équipe, et en plus, avant le Covid d'ailleurs, c'est pendant l'été de leur donner une journée, c'est-à-dire le vendredi. Ils vont travailler à distance. Donc, par exemple, ils peuvent voyager jeudi soir. Ils travaillent vendredi de là où ils sont et en moins pendant 3 jours, ils reviennent dimanche. Vous voyez? Donc, il y a des entreprises, on en parlait hier avec Nassim, lors de le nouveau aménagement de bureaux, il y a 8 bureaux alors qu'ils ont 10 personnes, 10 employés. Ils font en sorte de faire une rotation. Moi, j'ai ma sœur d'ailleurs qui travaille en Algérie, je ne sais pas si elle est là. Il y a une journée obligatoire qu'ils doivent prendre en télétravail. Et ça, c'est en Algérie. Donc, pour les gens qui disent que l'Algérien ou les entreprises algériennes ne sont pas... Mais non, elle a pris la journée où les enfants n'ont pas école l'après-midi pour rester avec eux. Et en même temps, elle a aménagé un bureau et elle travaille. Donc, ça, c'est une politique un peu à instaurer petit à petit. Un autre truc qui m'a le Covid, etc. Donc, voilà, on est prêt. Donc, on n'est pas obligé de l'instaurer à 100%. Mais il y a des métiers où, par exemple, un commercial, voilà, il est toujours mobile. Il y a des métiers où on est mobile plus que d'autres. C'est ça. En tout cas, je lis des témoignages qui confirment justement la productivité dans le télétravail. Donc, ça a été mentionné, que ça reste une expérience pour la plupart. Moi, j'ai vécu plus de stress, par exemple, qu'en bureau. Parce que la personne qui a d'habitude, ce que je disais, et j'ai eu énormément de conflits les 2 premières semaines de Covid de mon équipe, parce qu'il y a des filles qui m'ont appelé en pleurant, en disant qu'il y a trop de stress, j'arrive pas. Pourquoi elle a ressenti ça? Parce que d'habitude, elle est en train de travailler, sa collègue se retourne, elle voit qu'elle est en train de travailler, elle ne va pas la déranger, elle se retourne une deuxième fois, elle voit qu'elle n'est pas au bureau, elle est aux toilettes. Là, mais quand on est à la maison, on n'a pas de la sensibilité. On se dit, allô, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé l'email? Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc, on n'a pas de la sensibilité. On croit que la personne ne fout rien à la maison, alors que non. Donc, on n'a pas donc, c'est pour ça que c'est des outils. Avant de faire du télétravail, il faut apprendre aux gens de faire un télétravail, leur donner les outils nécessaires pour après les lâcher. Mais malheureusement, on a pris sur le tas, non? C'est ça le problème. De toute façon, on apprend tous à s'adapter à cet outil. Hein. C'est de l'apprentissage au quotidien. Et peut-être avec le temps, on le considère au mieux, le télétravail ou la formation à distance. Alors, je reprends une autre question. Le travail du bureau et le travail de la maison, c'est excellent pour l'humain. C'est clair que la maison, c'est un peu difficile, que le bureau, c'est un peu difficile. Donc, une petite balance entre les deux est la bienvenue. Alors, une autre question. Est-ce que le e-learning, le pic qu'on est en train d'observer, est dû au corona ou au changement de culture? Bonne question. Au fait, le pic, on remarque s'il est dû au corona ou bien au changement de culture. Donc, le corona, il est clair qu'il a poussé l'accélération. Il a poussé les gens à se réinventer. Et j'ai envie de dire, dans l'histoire de l'homme, les grandes inventions ont été faites sous la contrainte. Donc aujourd'hui, on a été effectivement tous pris de court par cette épidémie et ça a été peut-être le meilleur moyen de faire prendre conscience aux gens qu'il y a les outils, que le digital learning existe et qu'il a fait ses preuves depuis des décennies dans d'autres pays très développés. Pourquoi pas chez nous? Donc, effectivement, oui, ça a été un accélérateur qui va engendrer effectivement un changement de mindset en faveur du digital learning. D'accord. Alors, passons à Redouane. Redouane, il nous a rejoint à la fin de la séance. Donc, il partage une expérience. Il utilisait pendant plusieurs mois LinkedIn Learning. Et pour sa part, il n'a pas eu de satisfaction. Donc, il préfère des formations à distance orientées par un formateur. Je pense ça, ce sont des modes d'apprentissage. Moi aussi, bon, je connais e-learning, LinkedIn Learning. Après, ça dépend aussi de la qualité du contenu.
Il est clair que si on fait juste dérouler des slides avec une voix off derrière, ça ne rend pas forcément l'expérience positive. Par contre, si le contenu est qualitatif, par contre, s'il y a de la recherche dans l'animation et tout, là, effectivement, les retours sont beaucoup plus positifs. Ensuite, le distanciel, le mode distanciel en présence du formateur, là aussi, ça peut être positif, mais j'ai envie de dire que si le formateur aussi n'est pas bon, l'expérience peut ne pas être bonne aussi. Donc, il faut toujours considérer l'escalier d'apprentissage, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, découvrir, apprendre et appliquer. Donc, les phases découvrir et apprendre peuvent être faites totalement en distanciel. La phase appliquer, où là, on doit vérifier que la personne a vraiment compris, a vraiment appris le concept et elle doit l'appliquer sur le terrain. Là, effectivement, la présence d'un tuteur durant cette phase d'apprentissage est plus que nécessaire pour pouvoir valider donc le processus d'apprentissage de l'apprenant. Merci. Une autre question. Comment on peut évaluer la formation en ligne, l'évaluation à froid ou à chaud pour étudier son efficacité? Ça, c'est une question de… C'est une question de ML… Amal ou Abdelnour? Pardon, une question de Abdelnour. Voilà, Abdelnour. Au fait, il y a une multitude d'outils de contrôle des compétences. Donc, l'évaluation à chaud, l'équivalent dans l'e-learning, c'est vraiment le quiz à la fin de la formation. C'est que dès que l'apprenant finit le parcours en ligne, il reçoit un quiz pour pouvoir le passer et valider ses acquis. Les validations à froid, l'évaluation à froid, ça a son pendant aussi dans le digital learning, c'est l'assignment, donc le fait d'assigner des travaux spécifiques à l'apprenant via la plateforme. L'apprenant doit travailler, doit présenter ça toujours dans la plateforme au formateur pour que ce dernier-là puisse lui valider ces acquis-là. Voilà, donc les outils existent. Et maintenant, effectivement, il ne reste juste qu'à les mettre en pratique, les expérimenter pour pouvoir les déployer concrètement dans son processus de formation en interne dans l'entreprise. Amel, je te conseille de voir de haut en bas et pas de bas en haut parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui viennent de poser pas mal de questions. Comme ça nous permettrait de… Je pense avoir le tour. Je pense avoir fait… Il y avait le Hadi qui avait posé la question. Est-ce que tu te rappelles la question? Parce que justement, tout à l'heure, je cherchais son message, je n'arrivais pas à tout Q&A alors que le chat est beaucoup plus, je pense, animé. Ouais. Attends, on a un raise your hand de Abdelnour. Abdelnour, je vais te donner la parole. Voilà. Abdelnour, est-ce que tu nous écoutes? Et est-ce que tu peux activer ton micro? Abdelnour? Peut-être que je passerai, en attendant qu'Abdelnour active le micro, Nassim, si tu permets, Ah, il est là. Il y a le Hadi aussi qui nous rejoint, qui a levé la main aussi pour parler. Attendez. Il nous reste 2 petites questions, QR. On va les promouvoir comme conférencier, comme ça. Le Hadi Abdelnour, vous pouvez prendre la parole comme ça et nous poser en direct vos questions. Pour activer le micro, c'est en bas, tout à fait en bas, la barre d'affiche. Donc, il suffit juste de cliquer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Salut le Hadi, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier, vous tous ensemble, donc conférenciers et modérateurs,
Et sans oublier, bien sûr, nos amis participants qui ont été justement au rendez-vous par rapport à un sujet qui est justement d'actualité, qui est en ce moment à la mode, mais effectivement, je rejoins ce que disait la charmante Amel. Non, c'est plutôt Neila. Voilà, ce que disait Neila. Les deux sont charmantes, les deux. Voilà, exact, exact. Non, mais c'est comme c'était elle qui prenait la parole, donc c'était pour être aligné avec elle. Donc aujourd'hui, bon, vous parlez aussi de digital, bien sûr, on sait tous que le digital est un bien grand mot, hein, et puis derrière, il y a le e-learning dans le digital, il y a le e-payment, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de microclimats aussi qu'il faut mettre en place pour chaque spécialité et tout. Bon, je ne vais pas faire un débat dessus. Moi, aujourd'hui, la partie qui m'a intéressé le plus, qui m'a interpellé, c'est la partie qui traite le télétravail. Et aujourd'hui, par rapport à cette partie-là, quand on voit, par exemple, Neila avait montré des chiffres à travers le monde, elle parlait qu'il y a un employé sur deux est mobile à travers le monde, ce qui est tout à fait vrai, et on le voit dans d'autres pays, où justement les entreprises ont investi dans les métriques qui étaient capables. Allô? Oui, on t'entend, le Hadi. Ah, là, tu m'entends pas? Oui, oui, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend une entreprise qui a investi dans les métriques pour pouvoir monitorer justement la productivité de leurs éléments, ils n'ont plus besoin effectivement d'appeler pour vérifier est-ce que le travail a été fait, de faire, si je reprends Hadi, ta connexion, elle est un peu instable. l'exemple de Neila, voilà, on attend de la présentation et ainsi de suite. Aujourd'hui, des métriques sur des CRM où, malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Ok, vas-y. Essaye de poser ta question, Hadi. Voilà, en fait, ma question, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises dans le digital qui accompagnent les entreprises à mettre en place des outils de monitoring. Je ne sais pas si tu m'as écouté. Oui, la question, c'est est-ce que aujourd'hui, il y a des solutions de monitoring pour pouvoir vous les proposer? Ben, Naïla. Monitorer la productivité. En fait, déjà, les outils dont je vous ai parlé, moi, j'utilise Teamwork pour pouvoir. Ça monitore bien sûr la productivité. Ça vous donne les tâches qui sont en retard, les jalons. En fait, c'est un outil vraiment super. Maintenant, tous les outils auxquels vous pensez existent. Tous. Moi, j'ai des oui, mais est-ce que ça existe en Algérie? Mais bien sûr, c'est des outils online, c'est des outils en ligne. Peu importe où vous êtes, vous pouvez vous y abonner et vous pouvez les utiliser. Maintenant, le problème ou bien l'essence même de la transformation digitale n'a jamais été un problème technologique ou d'outils. C'est juste un problème managérial. Donc, si les décideurs ou bien les entrepreneurs ou peu importe décident de faire le pas, tous les outils qui peuvent vous aider à sauter le pas existent. Il faut juste maintenant se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour bien mener à bien cette transformation, etc. Donc, il y a une personne qui avait écrit, Walid Shaib, au niveau du port de Skikda, et ça m'a interpellé, au niveau du port de Skikda, on fait un pointage facial à l'entrée et à la sortie et ça a vraiment baissé la motivation et le rendement des travailleurs. Pourquoi? Parce que maintenant, avec la transformation digitale, tous les métiers exécutants, entre guillemets, viennent malheureusement à carrément s'estomper, entre guillemets. L'être humain a regagné sa place, la place du penseur. Il faut qu'il fasse appel à son cerveau, il faut qu'il collabore, il faut qu'il dans son habit, etc. Maintenant, ça va avec l'autonomie. Si ça va avec l'autonomie, ça va avec travailler n'importe où est-ce qu'on veut. Et ça va vers un modèle de rendement et de productivité que de présentiel. Je dis bien présentiel. Des fois, on a des personnes qui sont présentes
D'ailleurs, Anna, je salue le maire de l'entreprise publique algérienne et des fois, il y a 20 ans de cela, elle revenait avec des grilles de mots croisés pleines. Donc ça, je ne pense pas qu'on a le temps, nous, de le faire maintenant en 2020 parce qu'on nous demande de la performance et pas d'être présent. Donc c'est normal que ça démotive des personnes qui sont là, qui sont autonomes et qui veulent être… Mais il y a toujours des outils, bien sûr, pour monitorer tout ça. Et malheureusement, les outils aussi coûtent cher. Les outils coûtent cher, mais le rendement y est plus. Comme je l'avais dit, la digitalisation, le digital coûte cher, mais rapporte beaucoup. Cette transformation, elle peut durer jusqu'à 5 ans. On espère, Lahadi, avoir répondu à ta question. De toute façon, on peut très bien approfondir l'échange par téléphone ou par mail juste après le webinaire. Donc, avec Naïla, Amal, donc sans aucun souci. Merci. Merci à toi, Lahadi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Oui. Il reste 2 autres questions. Amal, il y a juste Abdelnour qui a pris la parole. Bonjour. Bonjour, Vous Abdelnour. m'entendez? Oui, très bien. On te voit. Très bien, très bien. Merci pour l'invitation et pour ce partage. Moi, de ma part, j'ai déjà utilisé ce type de formation. J'étais responsable de formation et développement de compétences. Et j'étais administrateur d'un portail de compétences. C'est-à-dire, on avait les e-learning. C'est pratiquement le même principe. J'ai utilisé ce type beaucoup plus lorsqu'on a vous savez, la formation, il y a le course description. Donc, il y a des prérequis avant que les participants… Bon, ça, c'était au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, ce n'était pas une école. Donc, à partir de là, chaque formation a des prérequis. Donc, je partage avec les éléments. Tout le monde était inscrit avec un code et tout ça. Ils pouvaient accéder. Donc, lorsque je les invite pour une telle formation, je partage le course description. Donc, ils vont faire le e-learning. Et à partir de là, j'ai fait des suivis de l'activité de chaque. Très bien. M'assurer que les éléments, avant de venir, c'est-à-dire, vont passer les e-learning et les tests et tout ça. Très bien. Aussi, j'ai ajouté une autre question. C'est pas une question, une information. Pendant la période de Ramadan, vous savez, les déplacements et tout. Donc, j'ai utilisé cette méthode de e-learning. Donc, ça a très bien passé. C'est en français et en anglais. Ouais. C'est un très bon témoignage, Abdelnour. Merci. Je te remercie. Actuellement, je suis manager de production dans une entreprise. Super. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus longuement et Inch'Allah. de parler un peu de tous les… Actuellement, je suis en congé à la maison. Merci. On te remercie, Abdelnour, Merci à vous. Pour ce témoignage. Et donc, we keep in touch. On reste en contact pour pouvoir échanger plus longuement. Inch'Allah. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Naïla et vous, Nassim. Mais lorsqu'il y a passé Amal aussi. Merci pour le suivi. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on fait, Nassim? Est-ce qu'on continue? Il y a Ardouane qui nous a aussi qui a levé sa main. Donc, Ardouane, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, bonjour. Salut Ardouane, comment vas-tu? Ça va, je vous remercie. Merci pour cette belle émission, si je puis dire, ce débat très enrichissant. Je voudrais partager avec vous juste une petite expérience et à la fin poser ma question. Je travaille dans une entreprise en 2016 et 2017
et on avait le droit de prendre, si on peut dire, une journée de télétravail en mode work from home. Et je me souviens à l'époque que c'était très très bien accepté, sachant que le contrôle à distance, on va dire, de la présence de l'employé devant sa machine, en l'occurrence le laptop, c'était l'outil Skype. Voilà, il fallait juste être disponible sur Skype en cas de besoin du manager ou autre. Et donc, beaucoup d'entreprises n'ont pas cette culture du télétravail, malheureusement, alors que parfois le rendement à la maison est meilleur, surtout quand on travaille en mode projet. Bravo pour cette entreprise qui a eu cette culture il y a 10 ans quand même. Bravo. Voilà, je dis ça aussi parce que, en fait, je me souviens très très bien, mes journées à la maison étaient de 12 heures par jour quand j'étais en mode work from home, alors qu'au bureau, c'est maximum 6 heures ou 7 heures par jour. Donc, ma question, en fait, je profite de cette opportunité pour dire que ce genre d'émissions seraient vraiment les bienvenues, surtout si elles sont destinées aux directeurs des ressources humaines ou bien aux managers des entreprises. Et pourquoi peut-être ne pas engager ce genre de débat aussi sur LinkedIn, qui est une plateforme qui est de plus en plus utilisée par tout le monde, on va dire, et pour vulgariser un petit peu ce mode de fonctionnement en mode projet, en mode télétravail. Voilà. Bah, l'invitation est lancée. Merci à Douane pour ta suggestion. Je pense, Neila, qu'on a identifié notre prochaine thématique webinaire avec Amel. Hein. Donc, effectivement, oui, c'est intéressant et on espère pouvoir effectivement… Il faut faire très attention avec le travail de la maison, de ne pas travailler des heures et des heures, parce que c'est vrai que 12 heures, c'est beaucoup. Donc, on est vite fatigué, on est vite saturé. Les enfants, s'il y a des enfants autour, ils sont vite… moi, je me rappelle que mon fils a pris mon ordinateur et mon téléphone. Il m'a dit, maman, je travaille. Et il m'a dit, va jouer. C'est moi qui joue, c'est lui qui travaille. Alors, je ne sais pas si j'ai toujours la parole. Oui. Oui, merci. En fait, entre mars et mois de mai, moi et mon épouse, on a travaillé en mode télétravail, donc work from home. Et je me souviens que mes enfants prenaient le téléphone de leur maman à 17h et ils lui interdisaient de parler au téléphone après 17h. Parce qu'en fait, les collègues appelaient toujours après 17h. Il n'y avait pas cette contrainte qu'on a de ne plus devoir répondre au téléphone après 17h. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut instaurer des limites. C'est pour ça que j'ai dit, malheureusement, la période jette de face, on n'avait pas prévu, mais c'est toute une préparation de comment faire du télétravail. Et moi, je n'ai pas hésité à consulter carrément un psy pour qu'il puisse m'expliquer comment c'est perçu par mon enfant. Donc, il faut… mais je l'ai pris de mon propre gré. Donc, une entreprise devrait dorénavant faire ce qu'on appelle une feuille de route ou bien des actions pour la gestion de crise. Voilà, si au cas où il y a un télétravail, voilà se comporter, voilà comment interagir avec. Parce qu'on ne peut pas mettre des enfants dans un sac et leur dire ne pas bouger. Donc, et aussi pour nous, de sensibiliser les collègues de ne plus vous appeler à partir de 18h, etc. Donc ça, c'est une autre thématique, c'est sûr. Mais pourquoi pas aussi avoir des capsules e-learning pour pouvoir voilà, inculquer ou donner des directives pour les personnes qui travaillent de la maison. Voilà, exactement. Bon, je sais qu'on a débordé sur le télétravail ou le e-learning, mais en fait, c'était juste pour expliquer que finalement, ce n'est pas évident de travailler ou d'apprendre à la maison parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui respecte un petit peu ce confinement, si on peut dire en milieu. Mais on est obligé maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura un autre confinement. Il y a une question de Wally. Y a-t-il des possibilités de faire des conventions avec des entreprises pour ce type de formation? Peut-être Amel ou Nassim. Des conventions? Y a-t-il des possibilités de faire des conventions avec des entreprises publiques pour ce type de formation? Bah oui, je pense que le public, il est ouvert comme l'ESA. Ils sont ouverts sur le digital learning. Donc oui, bien sûr. Ensuite, pour peu que vous soyez prêt à franchir le pas, effectivement, c'est peut-être vous devrez passer par un changement de culture en interne, que votre top management soit conscient et accepte ce mode d'apprentissage. Et ensuite, effectivement, pourquoi pas
bien sûr, tout à fait. Je pense que le e-learning rentre dans un cadre, on peut appeler ça, il rentre dans l'innovation. C'est quelque chose de nouveau pour ce marché, pour l'Algérien. Le télétravail, c'est peut-être une introduction pour la formation en ligne. Et c'est un vécu commun avec tous les Algériens. Donc, c'est ce qui va permettre justement d'adopter le e-learning facilement. En tout cas, nous, à l'ESA, on est ouvert à l'innovation, on est ouvert à la digitalisation et d'où ces réalisations de webinaires pour se connecter, pour partager l'information justement. Voilà. Merci. Donc, il y a aussi Kebaïdi qui a voulu prendre la parole, qu'on lui a donné. Donc, Khair, Oui. si tu as une question. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Très, très bien. 5 sur 5. Excellent. Excellent. Bon, je me présente. Je suis Dr Kebaïdi. J'ai une longue carrière en médecine et aussi dans l'industrie pharmaceutique. Et je vous remercie pour cette initiative vraiment qui est très intéressante parce qu'on est dans une période charnière. C'est une période, pour moi, qui marque un grand changement dans la pratique et la façon de travailler. Ça a touché tout le monde, tous les domaines. Et ce qui me pousse au fait à intervenir, c'est de voir la chose, essayer de vous poser la question, quel est l'impact d'un tel changement sur la culture d'entreprise, premièrement. Parce que, mis à part, il y a une grande différence. Moi, personnellement, dans ma pratique, je fais le distinguo entre la formation et par la suite la téléformation et le travail et le télétravail. Bien qu'au fond, ça se juxtapose sur une base de travail d'équipe et de constitution de groupe et pour la création de la valeur, éventuellement pour la performance, comme Leïla l'avait si bien dit. Donc, à votre avis, ce n'est pas parce que spécialement pour les entreprises algériennes qui n'étaient pas préparées à ce genre de situation. Et il faut dire que même pour les plus grandes, c'est-à-dire pour des multinationales, ils existent, excusez-moi pour l'expression, mais à l'état microscopique, c'est-à-dire à l'état germinal chez nous. Quand on prend des sociétés, entre parenthèses, enfin, je ne vais pas citer des sociétés, mais il y a des multinationales de grande envergure qui sont encore en phase gestationnelle en Algérie, qui sont petites, avec peu de moyens. Est-ce que ce n'est pas une étape de changement qu'il faut accompagner, à laquelle il faut que les managers devraient donner plus d'attention? Est-ce que ce n'est pas un changement qu'il faut accompagner graduellement pour éventuellement asseoir ou corriger une certaine culture d'entreprise ou éventuellement pour créer de la valeur pour par la suite donner de la croissance à la société? C'est ce que je suis en train de dire. Une deuxième intervention, enfin une deuxième remarque, par rapport au travail, depuis certaines années, dans certaines sociétés, on arrive à entendre ce concept nouveau, le work-life balance. Est-ce que vous ne pensez pas que le télétravail, c'est une forme d'envahissement du travail sur la vie privée? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir quelques répercussions qui pourraient être dramatiques si on ne fait pas attention? D'autant plus que, par exemple, quand je vois les statistiques en France, ils disent que la criminalité a baissé, mais la violence conjugale a augmenté pendant les périodes de confinement. Donc, voilà les questions que j'aimerais bien vous poser et j'aimerais bien entendre votre avis. Et merci beaucoup pour cette initiative, encore une fois. Merci, Khair. Merci beaucoup. Merci. Neïla, si tu peux prendre le lead et peut-être je te supporterai parce qu'il y a une question dans la question dans la question. Effectivement, c'est une oui, effectivement. Donc, en fait, comme il a dit Nassim, il a si bien dit, le Covid, ce n'est qu'un accélérateur. Moi, j'ai été au Canada pendant plusieurs années et ces modes-là, on les utilise depuis une belle durée. Maintenant, bien sûr que je travaillais dans des entreprises qui étaient conscientes et que le top management était toujours ouvert à de nouvelles méthodes de travail. Donc, ça ne nous fait pas peur et voilà, moi, c'était naturel de faire du télétravail, mais ça ne l'était pas pour mes collègues, par exemple.
mais il y a un support RH, je suis vraiment d'accord, qui n'est pas des moindres, d'être là, d'être présent, de faire des réunions, par exemple pendant le Covid, comment moi je gérais personnellement mon équipe, on faisait une réunion quotidienne à 11 heures et à 15 heures quotidienne. Pourquoi? Pour favoriser l'échange. À 15 heures, mais on n'a rien à se dire. Si, on a toujours quelque chose à se dire, on va rigoler, on va faire des blagues pendant 10 minutes, on va rigoler. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment détendu l'atmosphère. Et voilà, donc là, il y a le digital. Le digital et le RH. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le digital RH. Le digital RH, c'est quoi? C'est que les ressources humaines, c'est devenu comme un psychologue. Ça l'a toujours été, mais normalement, c'est encore plus de comprendre, je disais, de comprendre comment le collaborateur est en train de travailler de chez lui. Parce que moi, mes collaborateurs, il y en a qui habitent dans des villas R+1, il y en a qui habitent dans un studio avec leurs parents. Donc, c'est clair que comment on est en train de travailler, ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes conditions. Mais si on offre le volet psychologique et je reviens avec le e-learning, même si c'est une entreprise qui est plus que 1000 employés, je ne peux pas, moi je n'ai que 10, donc je prends un téléphone et c'est bon, le feu est éteint. Si j'ai 1000 employés, il faut faire quelque chose, il faut faire des séances en e-learning pour apprendre comment gérer ce travail à distance ou bien de la maison. Maintenant, oui, il faut aussi, comme ils l'ont fait BNP Paribas, je vous invite vraiment à la lire, c'est une charte de balance vie privée et vie publique. Donc, c'est des grandes entreprises qui sont conscientes que maintenant, on travaille plus de la maison et comment mieux gérer ce temps à la maison. Donc, maintenant, augmentation de la violence conjugale, ce n'est pas la faute du télétravail, c'est qu'il y a eu un problème pour le couple. Et puis voilà, le fait de se voir tous les jours au lieu d'aller au café et de voir sa femme 2 heures par jour, ça a fait éclater la chose. Et j'espère pour ce couple-là qu'ils ont trouvé aussi un terrain de discussion, etc. Oui, ça fait augmenter la violence, ça en faire des enfants, en faire les trucs, mais ce n'est pas à cause du télétravail, c'est qu'il y a déjà le problème bien avant. Je ne suis pas psychologue, mais il y a eu aussi une explosion de nombre de bébés. Donc, il y a eu cette question il y a eu cette levée l'amour. Voilà, mais je n'ai pas le télétravail non plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence, je suis d'accord, mais ça, j'aimerais un vrai terrain pour pouvoir savoir ce qui se passe mal dans ta vie personnelle, mais ce n'est pas à cause du télétravail. Moi, j'aimerais rebondir, Nassim, si tu permets, j'aimerais rebondir sur la question du docteur Khalil, que je remercie et que je salue, qui est liée aux entreprises qui parlaient de la différence entre les multinationales qui aujourd'hui ont finalement adopté donc un certain mode de travail en télétravail et qui aujourd'hui, culturellement, chez les petites entreprises algériennes, ce n'est pas le cas. Et effectivement, si on prend un peu de plus de hauteur, en fait, finalement, on se rend compte que c'est une question de confiance. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille pour une grosse multinationale, on ne travaille pas pour une personne, on travaille pour des process, pour des fonds d'investissement, pour une big company. Et aujourd'hui, la culture de ces entreprises est justement de faire confiance à ses employés, offrir un meilleur environnement pour ses employés pour qu'il y ait un maximum de productivité et constamment améliorer cette productivité. Alors que chez des PME ou des petites entreprises en Algérie, on travaille pour un patron qui, justement, la question de confiance reste en suspens. On sait très bien que le patron algérien ne fait pas forcément confiance à ses employés et dans les SPOM. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, très bien. Je ne suis pas forcément d'accord. Tu m'entends, Nassim? Oui, très bien. Oui, il a dit. Tu peux on t'entend très bien. Bien? Oui, très bien. Ah, super, parce que pour moi, c'était affiché un problème de connexion. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Donc, je te disais qu'aujourd'hui, pour des entreprises locales, il y a, sur le plan culturel, il y a ce problème finalement de confiance qui vient justement mettre… Sa connexion est instable.
Je sais pas. ça qui est vraiment une des barrières à cette fameuse transformation digitale, finalement, pour revenir à notre sujet de base. Tu m'entends, Nassim? Oui et non. Au fait, ça vient et ça repart. Vous m'entendez? On a les mots-clés. On a les mots-clés. On peut répondre. François, ça repart et ça revient. Ouais. Voilà, là, je vous ai, là c'est bien. Là, je vous entends bien. Vous m'entendez là? C'est bon? Très bien. Donc voilà, c'est cette façon de confiance. Donc juste pour moi, c'est un problème de confiance en fait, qui est en train justement qui constitue une barrière à justement ce développement du télétravail au sein des entreprises algériennes. Donc ce changement culturel doit se faire à travers déjà cette barrière-là qui est de confiance, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas. Vous savez, l'entreprise doit se transformer, sinon elle meurt. Donc ça, il n'y a pas de place pour des entreprises qui ont un top management hyper résistant. Il n'y a pas de place pour eux. Ce n'est qu'une question de temps. Pour qu'un concurrent va prendre de la place et cette entreprise va mourir un jour ou l'autre. C'est pas pour autant que regardez Google, YouTube, Facebook, etc. En peu de temps, ils ont réalisé des chiffres extraordinaires ils ont en plus modernisé les méthodes de travail, l'aménagement de leurs bureaux, etc. Là où je suis pas d'accord avec vous, que c'est l'Algérien où toujours on revient vers que le patron algérien est comme ça. Ce n'est pas Moi, je connais des patrons algériens, des entreprises algériennes qui sont vraiment ouverts et qui sont… donc, la généralité que l'Algérien ne fait pas confiance, ça, c'est juste des idées reçues. On a même vu un témoignage qu'il y a 10 ans, une entreprise à la maison instauré le télétravail une journée par… Il y a ma sœur, il y a aussi des qui travaillent avec cette méthode-là, même avant le Covid. Donc moi, je vous encourage peut-être à voir le verre à moitié, plus à moitié plein. Et pour les entreprises qui ne suivent pas, je vois ce que vous voulez dire par rapport à… Et ça, ce n'est pas propre à l'Algérie parce que je vais vous faire rire. Quand j'étais au Canada, les Canadiens, moi-même ou peu importe, ceux qui sont… Parce que quand on est au Canada, on est Canadien. Okay? Donc, les Canadiens, en général, détestent travailler chez les entreprises françaises et ils ne travaillent pas chez les entreprises françaises à cause de ça. Est-ce que maintenant, c'est une généralité qu'il y a vraiment une hiérarchie il y a énormément de bureaucratie, etc. Nous, on voit la France comme étant un tremplin. Les Français voient le Canada comme étant un tremplin. Donc, ce n'est pas propre à un pays. C'est juste une culture d'entreprise. Voilà. Merci. Oui, effectivement, la confiance n'est pas chez tout le monde, on est d'accord. Mais aujourd'hui, ça dépend du contexte. Moi, je vous parle par exemple d'une entreprise, quand c'est un Algéro-algérien, donc c'est une entreprise qui a 300 collaborateurs sur le terrain. C'est clair que la question de confiance n'est pas la même quand on a 5 collaborateurs dans sa petite entreprise. Donc la notion de confiance peut être variable par rapport à un contexte. Si on prend de grandes entreprises, ne pas nommer l'entreprise la plus grande en Algérie, on commence par la lettre S. Déjà, au sein de cette entreprise, il y a énormément de départements. Vous allez trouver un département qui est hyper, entre guillemets, modernisé, avec une confiance aveugle avec que le chef d'équipe ou le chef de département octroie à ses collaborateurs. Et en face du couloir, vous avez carrément une culture inverse. Donc, réellement, c'est l'humain. Super. L'Hadi, ce que je peux te proposer, c'est d'élargir et d'approfondir la discussion en dehors du webinar parce qu'on doit clôturer le webinar. On va peut-être juste redonner la parole à M. Khair Kebaili qui a demandé de prendre la parole. Nassim, après, il y a juste une question de Mustafa Khalil. Je ne sais pas s'il est toujours là. La question est intéressante. OK. En toute façon, merci beaucoup, Nassim, pour me donner la parole. En fait, c'est exactement, c'est les problèmes que nous avons rencontrés, tel que l'avait dit Abdelhadi. C'est vraiment le problème que nous avons touché sur le terrain depuis le début de cette crise pandémique mondiale. C'est
que ça a perturbé la culture dans certaines entreprises. La formation du groupe, c'est-à-dire, enfin, je parle moi en termes de management, c'est-à-dire forming, storming, norming and performing. On est dans ce problème-là où on a buté avec une certaine culture d'entreprise. Comment former les groupes à distance, comment arriver à faire travailler les équipes en distance, comment arriver à travailler sur les points de force à l'intérieur d'un groupe. Parce que, comme vous le savez, le groupe est déjà formé. Il y a eu des formations, il y a de l'histoire, il y a des alliances qui ont été faites. Et pour accompagner un groupe dans le changement, on avait l'habitude de travailler avec le présentiel, avec le corps à corps, et de temps en temps, ça veut dire du bras au bras. Là, en situation de digital, ça a changé certains dogmes. Et personnellement, je suis en train de réfléchir quelles sont les meilleures étapes pour accompagner mon entreprise et les autres entreprises dans ce changement-là, parce que enfin, on reste soit algérien, soit canadien ou français, ça va impacter de façon importante la culture à l'intérieur de l'entreprise, les rapports de force à l'intérieur du groupe. Voilà, merci beaucoup Nassim pour cette initiative. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre une dernière question de Mustapha. Et je vous rassure, pour le reste des personnes qui ont posé des questions, on va vous revenir par mail avec notre réponse. Comme ça, personne ne sera lésé. Donc, Mustapha a posé la question, le nombre de jours en formation, comment est-il calculé en e-learning du moment qu'il n'y a pas le même nombre d'heures avec le présentiel? C'est la question, Neila. Oui. Donc, au fait, là, c'est une thématique ingénierie de formation. Au fait, partez du principe que encore une fois, sur la phase découvrir et apprendre, tout peut être digitalisé. Ensuite, sur le nombre de jours, donc de par notre expérience, un jour de présentiel équivaut à 1 à 3 heures de e-learning. Après, ça dépend de ce qu'on met dedans. Voilà. Après, même 1 heure à 3 heures, ça peut être de 30 minutes à 3 heures. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans, comment on pense le parcours en digital learning et quels résultats on veut obtenir suite à ce parcours-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle prédéfinie. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on pourra clôturer ce webinaire-là. Neila, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Amel aussi, merci beaucoup. Vous voulez peut-être dire un dernier mot? Je cède la parole à Neila et je vais clôturer à la fin. OK. Moi, je suis très, très heureuse aussi d'avoir fait ce webinaire avec vous et de parler avec les intervenants. C'était vraiment très, très riche. Donc, je suis vraiment contente. Et si vous avez besoin de nous, on est là. On vous donne nos emails. Et puis, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à mon tour de remercier tous les participants. Je remercie Neila et Nassim pour ce webinaire très enrichissant. Et nous espérons avoir apporté des informations intéressantes à nos participants et avoir répondu à leurs questions. Et de toute façon, je leur donne un rendez-vous prochainement pour retrouver ce webinaire sur nos réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de questions sur est-ce qu'on peut leur envoyer la présentation et tout. Sachez que ce webinaire est enregistré et qu'on va le diffuser sur YouTube. Donc, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver tout cet échange sur YouTube. Effectivement, un lien sera partagé. En tout cas, sur les réseaux sociaux de l'ESA, vous allez retrouver ce lien et vous pouvez le récupérer. Et c'est une occasion aussi pour dire que nous continuons donc notre campagne de webinaire et prochainement, il y aura
d'autres sujets d'actualité. Donc, un rendez-vous, peut-être je fais juste un teaser, un rendez-vous rapidement, ça sera pour le 12 juillet, une thématique sur l'économie, son impact. Donc, je laisserai un peu votre curiosité s'ouvrir. En tout cas, vous allez retrouver plein d'informations rapidement, probablement aujourd'hui, voire demain. Et puis voilà, merci encore une fois et rendez-vous très prochainement. Et j'ai apprécié les échanges avec les intervenants et le fait qu'ils nous donnent d'autres idées de thématiques qui va nous permettre de rencontrer encore Neila probablement et rencontrer nos participants et notre famille à développer grâce à ces webinaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci Amal. Donc, je vous dis à très, très vite et prenez soin de vous surtout. Ciao. Merci, au revoir.